Ce lycéen malchanceux vient de devenir la dernière cible de Truck-kun, et quand il se réveille enfin, il est dans un monde complètement différent, un cadre classique d'isekai. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'il a un avantage caché incroyable, la jeunesse éternelle. L'histoire s'ouvre ensuite dans un monde fantastique de style médiéval, où un adolescent nommé Ryo est allongé sur le sol d'un petit chalet délabré. L'endroit est vide à l'exception de quelques vieux livres et d'un couteau posé seul sur une table. Ryo les ignore, sort pour respirer l'air de la montagne et regarde autour de lui. Tout ce qu'il voit, ce sont des sommets sans fin qui s'élèvent partout. Curieux, il lève la main et murmure doucement « Oh viens !» Et comme par magie, une petite flaque d'eau surgit dans sa paume. Retour en arrière, quelques jours plus tôt, Ryo se retrouve soudainement suspendu dans un vide lumineux sans fin. Confus, il est accueilli par un ange qui lit rapidement ses pensées, lui assurant que ce n'est pas un point de contrôle de l'au-delà. L'ange, qui admet qu'il n'a pas vu de visiteur depuis des lustres, est à la fois heureux d'avoir de la compagnie et un peu déçu, puisque Ryo est mort après le célèbre accident de Truck-kun. Ryo, en mettant 2 et 2 ensemble, réalise qu'il est en attente de réincarnation. Il demande directement à l'ange qu'il décide d'appeler Michael dans sa tête, ce qu'il est censé faire dans sa prochaine vie. Michael lui dit de vivre comme il l'entend. Ryo a toujours voulu une vie lente et ennuyeuse. Alors après avoir reçu la bénédiction de Michael, il se prépare à renaître dans un nouveau monde magique appelé Phi. Mais avant qu'il ne parte, Michael explique les bases. Seul un 5e des gens ici peut réellement utiliser la magie, mais Ryo est l'un des rares chanceux, particulièrement doué avec les capacités liées à l'eau. Puisque Ryo voulait une vie ennuyeuse, Michael l'installe dans la forêt de Rondo, loin des foules, avec un petit chalet et 2 mois de nourriture stockés dans une maison de stockage à froid. À l'intérieur du chalet, il y a 2 guides pratiques, l'un sur les plantes locales, l'autre sur les monstres qu'il pourrait rencontrer. Et pour apprendre la magie, Ryo se souvient du conseil de Michael. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'imagination et de pratique. Il est également à l'abri des monstres de la forêt pour l'instant, car Michael a érigé une barrière autour de la maison. Il essaie ensuite à nouveau la magie de l'eau, et d'une simple pensée, il fait apparaître une parfaite boule d'eau dans sa main. Pas d'incantation, juste une pure concentration. Et honnêtement, c'est un cadre plutôt sympa pour quelqu'un qui voulait juste se la couler douce dans un autre monde. D'un rapide geste magique, Ryo remplit ensuite la baignoire d'eau. Honnêtement, c'est un peu dégoûtant si on y pense, parce que l'eau vient techniquement directement de lui. Et pour aggraver les choses, elle est glaciale. Maintenant, il a un nouveau problème, comment la réchauffer? Il essaie à l'ancienne, en frottant des bâtons pour allumer un feu, mais après plusieurs tentatives infructueuses, il abandonne et commence à se demander s'il existe un raccourci magique. Se souvenant de ses cours de chimie de sa vie passée, Ryo décide de séparer l'hydrogène et l'oxygène de l'eau. Mais au lieu de faire du feu, tout gèle et se transforme en glace solide. En regardant la glace, Ryo a une idée lumineuse. Il utilise la glace comme une loupe pour concentrer la lumière du soleil et avec un peu de chance, il parvient à allumer un feu. Enfin, il obtient de l'eau bien chaude et prend un long bain relaxant. En se relaxant, son esprit commence à s'éclaircir et il réalise soudain qu'il aurait pu simplement utiliser la magie pour chauffer l'eau dès le départ en inversant le processus qu'il a utilisé pour faire de la glace. Mais il gardera ce tour pour la prochaine fois car, pour l'instant, il est temps de manger. Pendant le dîner, Ryo pense à ses provisions limitées. Il sait qu'il devra bientôt commencer à chasser, mais l'idée d'aller dans la forêt l'effraie. Il est presque sûr que le petit couteau que Michael lui a laissé ne fera pas grand chose contre les monstres, alors maintenant il doit débloquer de la magie offensive. Le lendemain matin, Ryo commence à travailler sur son tout premier sort offensif, boule d'eau, mais les résultats sont décevants. L'attaque ne fait rien à l'arbre qu'il vise. Il modifie le sort, rendant la boule plus fine et plus aiguisée, presque comme une flèche. Après des heures d'essais et d'erreurs, il parvient finalement à créer un simple jet d'eau, mais même cela ne peut égratigner l'arbre. Ne voulant pas abandonner, Ryo passe le jour suivant à expérimenter la magie de la glace à la place. Il forme soigneusement un cristal de glace, mais apprend rapidement que faire léviter de la glace est beaucoup plus difficile que l'eau. Pourtant, il persévère pendant des heures et finit par comprendre comment invoquer plusieurs cristaux de glace à la fois. Mais le seul problème est qu'il ne parvient toujours pas à les lancer sur sa cible. Après des jours d'essais et d'erreurs, Ryo finit par maîtriser la formation instantanée de cristaux de glace, mais il n'a toujours pas la puissance nécessaire pour les lancer comme des projectiles. Cependant, avec ses provisions qui s'épuisent, il se débrouille en utilisant un cristal de glace comme pointe de lance de fortune. Il se dirige vers la forêt. Au bord de la rivière, il aperçoit du quartz et sourit, sachant que cela sera utile pour faire du feu s'il venait à manquer de mana. Alors qu'il cherche des herbes médicinales, Ryo est pris en embuscade par un monstre, un sanglier inférieur qui le voit clairement comme une proie facile. La bête fonce droit sur lui et pendant un instant, Ryo se fige complètement, ses pieds collés au sol. Son aventure isekai se termine presque avant même d'avoir commencé. Mais à la toute dernière seconde, la peur de mourir à nouveau s'empare de lui et il saute sur le côté. Cette fois, il réagit vite, utilisant la magie pour geler le sol
et faire glisser le sanglier. Dans le chaos, il invoque plusieurs stalactites acérées sur le chemin du sanglier et la bête finit empalée et achevée. Les moments désespérés font vraiment ressortir le meilleur de lui car Ryo parvient à réaliser une magie de l'eau décisive au moment où il en a besoin. Pas un mauvais effort, mais il a encore un long chemin à parcourir. De retour chez lui, Ryo ouvre le compendium des monstres et apprend immédiatement que les sangliers mineurs sont essentiellement les monstres les plus faibles. Il passe du temps supplémentaire à feuilleter les pages, essayant de prendre de l'avance sur tout ce qu'il pourrait rencontrer ensuite. Lorsqu'il atteint la section sur les dragons, le seul conseil est de fuir si jamais on en aperçoit un. Pas que cela aide, puisqu'il mourrait presque certainement de toute façon. Pourtant, on lui dit d'au moins essayer de s'échapper. En tournant la page, il tombe sur un Kuma, un cauchemar encore pire. Pour ce monstre, le livre ne se donne même pas la peine de donner des conseils de survie. Tout ce qu'il dit, c'est de prier pour ne jamais en croiser un. Plus il lit, moins le livre semble utile, mais il persévère. On pourrait penser que sa dernière chasse le garderait à l'intérieur pour de bon, mais il y a une limite au temps qu'un gars peut passer à l'intérieur. Le lendemain, il se ressaisit et repart, prêt à affronter tout ce que ce monde pourrait lui réserver. Et la journée commence avec optimisme car Ryo découvre un arbre chargé de fruits. La première bouchée est si bonne qu'elle compense presque tout le stress de la veille. Mais sa chance ne dure pas. Sorti de nulle part, un faucon assassin fond sur lui et le renverse. Il est immédiatement clair que ce faucon est bien plus fort que lui et qu'il n'a aucune chance de gagner dans un combat direct. Le faucon utilise même une magie de l'air invisible, laissant Ryo complètement sans défense. Se souvenant des conseils de son livre de monstres, il essaie de fuir, mais il n'y a aucune chance qu'il puisse distancer un foutu faucon. Réalisant qu'il ne peut pas s'échapper, il se tourne pour faire face au faucon. En utilisant sa magie de glace, il parvient à piéger l'oiseau. Pensant qu'il a enfin gagné, il s'approche, seulement pour que le faucon se libère. Blessé mais vivant, un œil maintenant endommagé. Une fois que le faucon réalise que Ryo n'est pas aussi faible qu'il le pensait, il s'enfuit. Ryo s'effondre de soulagement, se plaignant que cette vie tranquille qu'il voulait est tout sauf tranquille. En essayant de rentrer chez lui après le combat, Ryo se rend compte qu'il est complètement perdu à cause de sa course folle pour échapper au faucon. Alors qu'il trébuche à travers la forêt, quelque chose le terrifie encore plus, un Dullahan sans tête avec de la fumée s'échappant de son cou, s'occupant calmement de son cheval. Mais d'une manière ou d'une autre, Ryo finit par retrouver son chemin jusqu'à chez lui. Au fil des jours, il continue de s'entraîner et d'améliorer ses compétences. Du combat contre des monstres à la pêche, sa magie de l'eau devient si puissante qu'il peut trancher des montagnes avec. Il continue de se pousser à devenir plus fort et peu à peu, il commence à s'adapter à cette nouvelle vie. Mais chaque nuit, il retourne au même endroit où il a trouvé le Dullahan, le défiant encore et encore. Non pas pour gagner, mais peut-être juste pour devenir plus fort. Il n'y a pas d'informations sur les Dullahan dans son compendium de monstres. Alors il se demande si ce n'est pas un monstre du tout ou si ce n'est tout simplement pas dans le guide du débutant. Après un autre duel raté, Ryo admet que la seule raison pour laquelle il continue de revenir est qu'il a l'impression que le Dullahan l'aide réellement à devenir plus fort. Une nuit, il regarde le Dullahan créer une épée de glace, la tendant vers lui comme s'il offrait un cadeau. Prenant l'indice, Ryo accepte l'épée, et avec cela, le Dullahan le laisse en paix. Pendant les jours, ou peut-être même les semaines suivantes, Ryo profite enfin d'une période de calme, mais la paix ne dure pas longtemps. Un jour, pendant qu'il s'entraîne, il aperçoit une silhouette familière. Le faucon vengeur est de retour. Il remarque immédiatement qu'il lui manque un œil, donc il n'y a aucun doute que c'est le même oiseau qu'il a combattu auparavant. Mais maintenant, il est devenu complètement noir, et il semble beaucoup plus grand que la dernière fois, ce qui signifie qu'il a évolué. Le faucon fonce sur lui, plus rapide et plus fort que jamais. Ryo invoque instantanément son mur de glace à 5 couches, mais le faucon le traverse comme si de rien n'était. Alors il invoque rapidement un mur de glace à 10 couches, mais l'oiseau le brise aussi. Désespéré, Ryo attaque avec plusieurs cristaux de glace, mais le faucon utilise une sorte de négation magique pour les anéantir et se rapproche de lui. Puis soudain, Ryo sent quelque chose dans l'air, alors il saute de côté. Et à ce moment-là, le bâton de Ryo est réduit en cendres par une attaque surprise de foudre. Alors, dans le feu de l'action, il attrape l'épée qu'il a obtenue du Dullahan et se lance à la poursuite du faucon. Cette fois, l'épée fonctionne vraiment. Il réussit à toucher, forçant le faucon à reculer, mais ce n'est pas encore fini. L'oiseau se jette à nouveau sur lui et avec une dernière poussée, Ryo le transperce avec la lame et le faucon s'effondre. Ryo s'approche de l'oiseau tombé, admettant que c'est l'une des créatures les plus persistantes qu'il ait jamais rencontrées. Il réalise que le faucon a évolué juste pour cette revanche, et en signe de respect, il le laisse mourir de sa main. En retirant l'épée, il regarde le faucon s'éteindre finalement. Ryo poursuit son voyage, complètement inconscient qu'un dragon est à proximité. Soudain, un dragon apparaît et commence à lui parler, et Ryo est stupéfait de pouvoir comprendre la voix d'un dragon. Le dragon, heureux que sa télépathie fonctionne à nouveau, demande à Ryo s'il a vu un faucon évoluer. Ryo explique qu'il vient d'en tuer un. Le dragon est surpris qu'un humain ait pu le vaincre, alors Ryo lui montre l'épée. Instantanément, le dragon la reconnaît comme l'épée du roi des fées et demande ce que Ryo a fait pour la mériter.
mais Ryo n'en a aucune idée. Avec la curiosité du dragon satisfaite, Ryo prend son tour pour poser des questions. Les deux discutent jusqu'à tard avant que le dragon n'annonce qu'il doit partir. Mais avant de se séparer, Ryo se présente et le dragon partage son nom, Lehen. Les choses se passent de plutôt bien pour Ryo dans ce nouveau monde, si bien que l'ange qu'il a réincarné vérifie à nouveau ses archives célestes et réalise qu'il a manqué quelque chose d'énorme. Ryo a une capacité secrète que l'ange n'avait jamais remarquée auparavant, le pouvoir de la jeunesse éternelle. Pendant ce temps, au bord de la rivière, nous voyons un garçon mystérieux aux cheveux rouges allongé dans le sable à côté d'un bateau naufragé. Un peu plus tard, Ryo est soudain pris d'une forte envie de fruits de mer, alors il se dirige tranquillement vers le rivage. Mais dès qu'il y arrive, il se fige, stupéfait par l'épave gigantesque éparpillée sur le sable. Il s'élance en avant et voit immédiatement un homme étendu à côté du navire détruit. Se laissant rapidement tomber à genoux pour vérifier son état, Ryo réalise que le gars est déjà parti et qu'il ne peut rien faire. Mais ensuite, il entend un faible gémissement à proximité et l'excitation l'envahit car c'est le premier humain vivant qu'il rencontre depuis son arrivée dans ce monde. Le survivant, nommé Abel, se souvient de fragments de mémoire d'un monstre gigantesque ressemblant à un poulpe attaquant son navire pendant une violente tempête, le faisant plonger dans la mer. Mais quand Abel se réveille, il est sacrément surpris de se retrouver tranquillement dans la maison d'un inconnu. Confus mais reconnaissant d'être en vie, il se redresse rapidement, paniqué alors qu'il cherche d'autres survivants. Quand Abel titube à l'extérieur, il est encore plus confus, réalisant qu'il n'a absolument aucune idée d'où il se trouve. À ce moment-là, Ryo apparaît silencieusement derrière lui, surprenant Abel car, malgré son expérience de guerrier, il n'a pas du tout perçu la présence de Ryo. Et il est également tout aussi stupéfait par le sens de la mode bizarre de Ryo, bien qu'il décide poliment de ne pas le mentionner pour l'instant. À la place, il se présente correctement et remercie Ryo de l'avoir sauvé. Ryo répond maladroitement qu'Abel était le seul gars encore en vie et que les autres étaient déjà de la nourriture pour poissons quand il est arrivé. Abel le rassure rapidement de ne pas s'en faire, révélant avec désinvolture que ces gars-là étaient de toute façon juste des contrebandiers louches. Mais avant qu'il ne puisse en dire plus, son estomac l'interrompt avec un gros gargouillement, riant maladroitement « Ah yo, yo !» Ryo propose de continuer la conversation autour d'un repas. Abel le suit à l'intérieur, mais Abel, curieux comme tout, mentionne immédiatement les vêtements bizarres de Ryo. Ryo explique qu'il n'a tout simplement pas d'autres vêtements et qu'il manque de matériaux pour en fabriquer de nouveaux. Alors Abel lui conseille simplement d'en acheter, mais se sent immédiatement gêné, pensant que Ryo est peut-être trop pauvre pour s'offrir de nouveaux vêtements. Mais Ryo dissipe rapidement la culpabilité d'Abel en expliquant qu'il est littéralement le seul humain vivant dans cet endroit maudit, donc il n'y a personne pour lui vendre des vêtements de toute façon. Abel devient alors curieux et demande si Ryo chasse pour se nourrir. Ryo hoche la tête avec désinvolture et Abel demande avec curiosité s'il utilise ce petit couteau qu'il a. Avec un sourire en coin, Ryo démontre son impressionnante magie de l'eau, mentionnant que la magie est sa méthode principale pour chasser. Abel est stupéfait, révélant qu'environ la moitié de la population mondiale peut utiliser la magie, et que lui-même appartient malheureusement à l'autre moitié. Cela surprend Ryo, car l'ange lui avait dit que seulement 20% des gens possédaient des capacités magiques. Ensuite, Abel demande à Ryo de l'emmener au bord de la mer car il a quelque chose d'important à vérifier. En descendant vers la plage, Abel essaie soudain de jouer les héros, disant à Ryo de rester derrière lui s'il rencontre un danger. Ryo répond calmement que ce n'est pas nécessaire, mais Abel insiste, ne voulant clairement pas se sentir comme une demoiselle en détresse. Ryo le laisse faire comme il veut, et bientôt ils atteignent le navire naufragé, mais tous les corps ont mystérieusement disparu. Abel suppose que soit les monstres, soit la mer s'en sont déjà occupés, puis remercie maladroitement Ryo à nouveau, sachant que son sort aurait été le même sans lui. Abel grogne un peu, mentionnant qu'il n'a pas pu trouver ce qu'il cherchait et dit qu'en ce moment, sa priorité est de retrouver son équipage. Le problème, c'est que la tempête a poussé son navire loin au sud, Dieu sait où, le laissant complètement incertain quant à la direction à prendre. Puis Abel se redresse soudainement, se tournant vers Ryo et lui demandant nonchalamment s'il aimerait se joindre à lui. Ryo est surpris par l'invitation soudaine, et Abel explique rapidement qu'il pourrait utiliser l'aide de Ryo pour retrouver son chemin, et en retour, Abel pourrait lui décrocher un bon travail en ville, un où il n'aurait peut-être plus à s'habiller comme Mochli. Après y avoir réfléchi, Ryo finit par accepter de guider Abel. Plus tard dans la soirée, Ryo se tient silencieusement devant le jardin qu'il a patiemment cultivé, ressentant une étrange pointe de tristesse à l'idée de laisser tout son dur labeur derrière lui. Cette nuit-là, il dit à Abel qu'il sort pour dire au revoir à quelqu'un d'important. Abel lève un sourcil, évidemment curieux de savoir qui Ryo pourrait bien rencontrer au milieu de nulle part, mais décide de ne pas s'en mêler, sentant probablement que cela ne le regarde pas. Ensuite, Ryo se dirige vers le lac pour trouver le chevalier sans tête. Debout près des eaux calmes, il annonce qu'il quitte la forêt pour longtemps. Il remercie le chevalier pour tout l'entraînement, puis sort son couteau de manière dramatique, promettant de se donner à fond une dernière fois. Sans un mot, évidemment puisque le type n'a pas de tête, le chevalier dégaine son épée, prêt à se battre.
Ryo attaque avec force, assénant coup après coup comme s'il était dans la scène finale d'un combat épique d'anime, repoussant le chevalier sans relâche. Finalement, Ryo s'épuise, haletant lourdement tandis que le chevalier se retire silencieusement dans le lac. Reprenant son souffle, Ryo offre un dernier remerciement sincère. Mais bien sûr, le chevalier reste silencieux. Juste au moment où Ryo s'apprête à partir, le chevalier se retourne de manière inattendue et invoque magiquement une armure impressionnante tout droit sortie de l'eau, apparemment son cadeau d'adieu. Ryo devient embarrassant de sentimentalité face à ce geste, étouffant un autre merci avant de rentrer chez lui. Le lendemain, Ryo et Abel se préparent à partir pour leur voyage. Alors qu'ils se préparent, Ryo se sent étonnamment nostalgique de quitter l'endroit isolé qu'il a appelé chez lui pendant si longtemps. Peu après, ils rencontrent un sanglier dans la forêt et Abel demande rapidement à Ryo de le lui laisser. Il se précipite vers le sanglier épée dégainée et libère rapidement une compétence de combat qui transforme instantanément le pauvre animal en brochette. Étonné, Ryo demande ce que sont exactement les compétences de combat, et Abel explique qu'il s'agit de techniques spéciales utilisées par ceux qui se battent avec des armes. Cette nuit-là, ils campent à l'intérieur d'un grand arbre creux, et le lendemain matin, ils poursuivent leur voyage à travers la forêt. Alors qu'ils s'approchent d'un marais, ils aperçoivent plusieurs hommes lézards rôdant autour. Abel décide qu'il vaut mieux les éviter et propose de changer de route, car les hommes lézards peuvent être des adversaires assez forts. Mais même après avoir changé de chemin, Ryo sent que les créatures les poursuivent toujours par derrière. Abel se prépare immédiatement à combattre, mais Ryo l'avertit qu'il y a trop d'ennemis cette fois, insistant sur le fait qu'il utilisera aussi sa magie. Abel doute que Ryo puisse se battre sans son bâton, mais il est stupéfait lorsque Ryo pulvérise instantanément 4 hommes lézards à la fois avec des lances de glace. Après la bataille, Abel interroge Ryo sur le sort qu'il vient de lancer. Ryo répond nonchalamment que c'était juste une lance de glace ordinaire, mais Abel insiste sur le fait que ses amis mages du vent sont limités à lancer une seule attaque à la fois, tandis que Ryo a invoqué 4 glaçons simultanément sans effort. Ryo s'en moque, suggérant que c'est peut-être juste une limitation de la magie du vent parce que c'est tout à fait normal pour la magie de l'eau. Abel décide de ne pas trop s'en préoccuper, suggérant qu'ils continuent leur voyage. Mais avant de continuer, Ryo crée 2 verres de glace et les remplit magiquement d'eau. Abel remarque que Ryo a utilisé une incantation différente cette fois, mais Ryo couvre rapidement en disant qu'il a dû mal entendre plus tôt. Alors qu'il continue de voyager, Abel tend une pièce à Ryo et Ryo s'exclame avec enthousiasme que c'est la première fois qu'il voit de l'argent réel. Abel est sans voix car il a toujours supposé que Ryo était pauvre mais n'avait jamais imaginé qu'il était à ce point. Il commence alors à expliquer à Ryo les 3 grandes nations des provinces centrales, le royaume de Knightley, l'Empire des Vies et la fédération Andel. Ryo commence immédiatement à se moquer de l'Empire des Vies simplement parce qu'il trouve son nom ridicule. Et tandis qu'il continue de plaisanter sur le nom absurde de l'Empire, ils atteignent une large clairière. Mais à ce moment-là, une pierre près d'eux bouge toute seule, les surprenant tous les deux. Alors Abel tire rapidement son épée et la coupe proprement en deux, et Ryo invoque rapidement une barrière d'eau pour dévier la pluie de pierres volantes. Abel réalise avec effroi qu'ils ont accidentellement pénétré dans un nid de golems de pierre. Confus, Ryo se demande à voix haute si les golems ne sont pas censés avoir une forme plus humanoïde, mais Abel décide qu'ils ont des problèmes plus importants à gérer d'abord. En chargeant, Abel perce un trou directement à travers le golem le plus proche, mais à sa surprise, le golem se régénère instantanément et riposte immédiatement. Abel se retire rapidement, grimaçant, et avertit Ryo que les attaques conventionnelles ne feront pas grand chose contre ces choses. Cependant, Ryo a soudainement une idée astucieuse. En invoquant un énorme bloc de glace en l'air, il le laisse tomber nonchalamment sur les golems, les écrasant à plat. La mâchoire d'Abel tombe presque par terre de choc, n'ayant jamais vu un sort aussi ridiculement efficace auparavant. Ryo, très satisfait de lui-même, répète la manœuvre du bloc de glace plusieurs fois, éliminant sans effort le reste des golems. Une fois la poussière retombée, il découvre un golem de pierre particulièrement spécial, incrusté d'une grande pierre magique, et Abel note avec excitation qu'une telle pierre se vendrait à un très bon prix. Ryo dit avec nostalgie qu'il aimerait bien récupérer les pierres magiques des autres golems aussi, mais il soupire dramatiquement, admettant qu'il est soit trop paresseux, soit honnêtement trop ignorant pour faire fondre toute cette glace à nouveau. Continuant leur voyage, ils tombent bientôt sur une énorme créature mi-crocodile, mi-hippopotame étalée devant eux. Abel s'exclame d'admiration, le qualifiant de Behemoth, un monstre ridiculement rare et puissant dont il n'a entendu parler que dans les légendes. Ryo demande avec enthousiasme s'il devrait le chasser, mais Abel secoue rapidement la tête, insistant sur le fait qu'ils n'ont aucune chance. Juste à ce moment-là, un groupe de wyverns descend du ciel, capturant immédiatement l'attention de Ryo. Il est excité de voir un affrontement épique de monstres. Quelques instants plus tard, les wyverns ne perdent pas de temps et lancent des rochers magiques sur le Behemoth, mais la bête rugit simplement avec défi, annulant leur magie et envoyant les wyverns s'écraser au sol.
Impressionné, Rio dit à Abel que la créature massive a probablement une sorte de compétence d'annulation de magie. Plus tard dans la soirée, pendant le dîner, Abel demande curieusement à Rio à propos de la compétence d'annulation de magie, car il n'avait entendu parler que de certains pièges de donjons ayant une telle capacité puissante. Les yeux de Rio brillent à la mention des donjons, exigeant avec excitation pour en savoir plus. Abel mentionne en passant qu'il y a un donjon dans la ville de Lune, exactement là où il se dirige. Rio perd dramatiquement son calme, agacé qu'Abel n'ait pas pris la peine de mentionner quelque chose d'aussi crucial plus tôt et l'interroge en plaisantant sur d'autres secrets qu'il pourrait cacher. Abel demande maladroitement si Rio connaît au moins les nains et les elfes, mais Rio l'incite à donner les détails quand même. Après quelques jours, ils atteignent enfin une chaîne de montagnes étendues, et Rio dit avec assurance qu'ils trouveront une colonie humaine juste au-delà de ces montagnes. Abel lève un sourcil de manière sceptique, demandant comment Rio peut en être si sûr. Rio envisage brièvement de parler à Abel de ce dragon avec lequel il a discuté et qui a commodément révélé tous les secrets de ce monde, mais il décide de ne pas le faire. Il choisit plutôt de répondre de manière dramatique que c'est une connaissance au-delà de la compréhension humaine. Juste au moment où Abel s'apprête à le critiquer pour ses absurdités cryptiques, ils entendent soudainement un bruit étrange à proximité. Instantanément, ils se tendent tous les deux, armes prêtes. Quelques secondes plus tard, un monstre gigantesque, un fichu griffon, descend du ciel droit vers eux, poussant les deux garçons à paniquer de manière spectaculaire. Abel entre immédiatement en mode panique totale, son esprit cherchant frénétiquement des moyens d'éviter de devenir de la nourriture pour oiseaux. Mais Rio sauve rapidement leur peau en lançant un gros morceau de viande en l'air. Abel l'imite rapidement, jetant un autre morceau vers le ciel. Ainsi, le griffon attrape avidement les deux morceaux en plein vol et s'envole tranquillement, manifestement désintéressé par un encas au goût humain. Après une pause tendue, ils expirent tous les deux profondément, soulagés de ne pas être le dîner ce soir. Et ils admettent d'une voix tremblante que se battre avec quelque chose comme ça aurait très mal fini. Alors qu'ils continuent leur chemin, Abel commence à divaguer sur le fait que personne n'a vu de Behemoth ou de Griffon depuis plus d'un siècle, suggérant que les hautes montagnes ont peut-être empêché ces créatures puissantes d'atteindre les zones peuplées. Cela rappelle à Rio que les wyverns qu'ils ont vus plus tôt venaient du nord, ce qui signifie que leur nid doit être à proximité. Comme d'habitude, les instincts de Rio sont justes, car il tombe bientôt sur un petit groupe de wyverns en train de dévorer un monstre malchanceux. Rio propose avec enthousiasme de les combattre, mais Abel le rabroue rapidement, l'avertissant qu'il faut généralement au moins 20 aventuriers expérimentés pour affronter des créatures aussi coriaces que les wyverns. Rio hausse les épaules calmement, rappelant à Abel qu'ils devront inévitablement affronter des monstres puissants un jour. Puis, avec un sourire malicieux, Rio demande si les clouer au sol rendrait les choses plus faciles pour Abel. Abel accepte prudemment, disant que s'ils sont au sol, il peut en gérer un ou deux de près. Sans hésitation, Rio avance dramatiquement, chantant bruyamment un faux sortilège délibérément exagéré, avant de convoquer nonchalamment 4 glaçons qui transpercent les ailes des wyverns, les immobilisant. Abel ne perd pas l'occasion et bondit rapidement en avant, mettant fin à leur misère. Mais avant qu'ils ne puissent célébrer, 2 autres wyverns fondent agressivement. Cette fois, Rio invoque instantanément plus de glaçons, sans se soucier de faire des incantations spectaculaires. Abel le remarque immédiatement, jetant un regard suspicieux à Rio, mais décide de garder les questions pour plus tard. Après avoir éliminé les nouvelles menaces, ils récupèrent les pierres magiques des wyverns vaincus et poursuivent leur voyage vers le nord. Avant longtemps, le duo parvient à traverser les montagnes, débouchant sur le paysage serein des collines vertes. Abel ne peut s'empêcher d'admirer leur accomplissement, non seulement d'avoir vaincu les wyverns, mais aussi d'avoir collecté une belle réserve de pierres magiques qui, une fois arrivés à l'Empire, leur rapportera une belle fortune. Cela rend soudain Rio curieux et il demande exactement vers quel pays il se dirige, espérant que ce soit littéralement n'importe où, sauf l'Empire d'Owe. Abel le rassure en disant que l'Empire d'Owe est en fait plus au nord, et Rio pousse un soupir de soulagement. Voyant Rio réagir ainsi, Abel est confus et demande s'il a un problème personnel avec l'Empire. Rio dit qu'il n'a rien contre son peuple, mais il trouve le nom VE tellement cringeant qu'il préfère l'éviter complètement. Abel lui lance un regard étrange, trouvant cette logique bizarre comme tout. Juste à ce moment-là, Rio remarque une route au loin et Abel réalise rapidement que, puisqu'elle va d'est en ouest, les montagnes qu'ils ont traversées pourraient ne pas avoir été ordinaires du tout. Mais quand Rio lui demande à quoi il pense, Abel le repousse simplement en disant que ce n'est rien et mentionne que la route mène probablement à une ville. Rio s'illumine immédiatement, ravi à l'idée de dormir enfin dans un vrai lit, et Abel lui dit qu'il devrait aussi essayer la cuisine locale. À la tombée de la nuit, ils atteignent la ville et s'installent dans une auberge pour dîner. Pendant qu'ils mangent, Abel suggère que Rio devrait s'inscrire à la guilde des aventuriers, expliquant qu'une carte de guilde sert aussi d'identité et lui permet d'éviter les taxes chaque fois qu'il entre dans une nouvelle ville.
Il rappelle à Ryo qu'il a dû payer une pièce d'argent de sa propre poche pour le couvrir à l'entrée de la ville. Ryo commence immédiatement à taquiner Abel, lui demandant s'il tient vraiment compte de chaque pièce qu'il dépense pour aider un ami. Abel grimace légèrement face à la tentative maladroite de Ryo de le faire culpabiliser, mais il continue quand même, en soulignant un autre avantage. Si Ryo rejoint la guilde des aventuriers, il peut vendre des pierres magiques et des matériaux de monstres directement à la guilde à un bon prix. Il explique en outre que seuls les alchimistes savent comment utiliser ces matériaux efficacement, et Ryo est immédiatement intéressé, voulant en savoir plus. Avant qu'ils ne puissent poser 1000 questions, leur serveuse arrive avec le dîner et la mâchoire de Ryo tombe en voyant une assiette de curry. Il a du mal à comprendre comment le curry peut déjà exister ici. Après tout, même dans les animés isekai les plus clichés, le personnage principal doit généralement voyager loin et large, luttant désespérément pour recréer ce goût parfait de chez lui. Ryo avait en quelque sorte hâte de sa propre quête de curry, mais une bouchée prouve que ce curry est exactement comme celui qu'il appréciait au Japon. Complètement submergé par la nostalgie et la délicieuse saveur, Ryo finit toute l'assiette en quelques secondes et commande immédiatement une autre portion. Le lendemain matin, Ryo est encore tout excité à propos du curry qu'il a mangé la veille, et accuse en plaisantant Abel de lui cacher encore un autre secret juteux. Abel panique un peu, confus sur le secret dont Ryo parle cette fois, mais Ryo rit simplement, disant qu'Abel doit lui révéler tous les bons plans de desserts locaux qu'il aurait pu négliger. Abel se détourne rapidement, admettant maladroitement qu'il n'aime pas les sucreries, et Ryo le regarde simplement, se demandant pourquoi il agit si bizarrement. Ils reprennent la route et finissent par arriver à la ville de Luen, un endroit entouré de champs de blé à perte de vue. À la porte de la ville, ils sont accueillis par Nymer, l'un des gardes, qui est complètement stupéfait lorsqu'il reconnaît Abel. Apparemment, Abel avait été signalé disparu il y a plusieurs mois, donc Nymer est ravi de le voir revenir sain et sauf, et il remercie chaleureusement Ryo d'avoir aidé son ami à rentrer chez lui. Nymer serre la main de Ryo avec enthousiasme, puis rattrape le temps perdu avec Abel. Une fois en ville, Abel propose de se rendre directement à la guilde des aventuriers, expliquant que s'il est là pour se porter garant de Ryo, il peut immédiatement passer du rang F de débutant au rang D lors de l'inscription. Habituellement, les débutants commencent au bas de l'échelle, mais avoir quelqu'un de rang B ou engagé pour vous soutenir peut accélérer le processus de manière significative. Dès qu'ils entrent dans la guilde, tout le monde est choqué et ravi de revoir Abel. Les gens se rassemblent autour de lui comme s'il était une sorte de héros local, et Ryo regarde avec bonheur, content de voir qu'Abel a tant de bons amis ici. Décidant de laisser un peu d'espace à Abel pour profiter de son moment, Ryo sort prendre l'air. En commençant à marcher, Ryo tombe soudain sur une fille elfe et est instantanément charmé par ses traits gracieux et ses oreilles pointues. Étrangement, la fille elfe est tout aussi intriguée par Ryo, le fixant avec étonnement à cause du manteau inhabituel qu'il porte. Elle le reconnaît rapidement comme étant la robe du roi des fées, mentionnant que le roi des fées doit vraiment apprécier Ryo pour lui avoir offert un cadeau si rare. Complètement déconcerté par ces paroles, Ryo essaie de comprendre ce qui se passe, mais avant qu'il ne puisse poser des questions, l'elfe s'excuse disant qu'elle est pressée. Elle ajoute qu'elle espère qu'ils se reverront bientôt, puis s'éloigne rapidement. Ryo reste là, complètement perplexe, essayant encore de comprendre ce qui vient de se passer quand Abel sort pour le chercher. Abel le ramène à l'intérieur de la guilde, présentant Ryo à tous ses amis comme celui qui lui a sauvé la vie. Tout le monde commence à remercier Ryo, le couvrant de louanges et d'appréciation, et il décide que recevoir toute cette attention positive est vraiment agréable. Ensuite, Abel emmène Ryo directement au comptoir de réception, disant avec assurance à la réceptionniste qu'il veut que Ryo soit enregistré comme aventurier de rang D sur sa recommandation. La réceptionniste est visiblement stupéfaite, soulignant qu'Abel et son équipe n'ont jamais recommandé personne auparavant. Abel sourit simplement, expliquant que Ryo est un cas exceptionnel. La réceptionniste insiste poliment sur le fait que Ryo doit encore passer une évaluation de force avant de monter officiellement en grade. Alors Abel demande à parler directement avec le maître de guilde Hugues à ce sujet. Elle lui dit d'attendre un peu et peu de temps après, Hugues entre dans la pièce de manière dramatique, ravi d'apprendre qu'Abel est de retour. Abel présente Ryo au maître de guilde, demandant que Ryo passe le test de montée en grade. Hugues mentionne qu'ils auront besoin d'une preuve de la force de Ryo pour cela, et Abel répond nonchalamment que Ryo est même plus fort que lui, laissant le maître de guilde totalement incrédule. Abel soutient rapidement son affirmation en sortant toutes les pierres magiques qu'ils ont récoltées des wyverns, et Hugues panique instantanément. Il s'exclame que la quantité de pierres indique qu'ils ont abattu suffisamment de wyverns pour menacer un pays entier. Abel le rassure calmement qu'il n'y a aucun danger d'attaque puisqu'ils ont chassé les wyverns au sud des montagnes maléfiques. Curieux, Ryo se demande si le nom montagne maléfique a une signification particulière, ce qui pousse Hugues à expliquer que personne dans l'histoire enregistrée ne les a traversées en toute sécurité.
Hugh souligne que les montagnes sont si notoirement dangereuses que même les aventuriers d'élite ne risqueraient pas de les explorer sans une raison extrêmement importante. Il est stupéfait que Rio et Abel soient maintenant les premiers à accomplir un exploit aussi impossible, acceptant immédiatement de promouvoir Rio sans test supplémentaire. Soudain, les membres du groupe d'Abel font irruption dans la pièce, submergés par l'émotion après avoir pensé qu'ils ne reverraient jamais Abel vivant. Voyant cette réunion émouvante, Hugh décide qu'il vaut mieux leur laisser de l'espace et propose de guider Rio à l'extérieur pour finaliser son inscription. Alors que Rio se tourne pour partir, Abel l'interpelle rapidement, lui demandant d'attendre à la réception une fois qu'il aura terminé, mentionnant qu'il veut montrer à Rio un endroit spécial. Ensuite, Hugh conduit Rio vers son bureau, expliquant que le groupe d'Abel, connu sous le nom de l'épée écarlate, est parmi les groupes d'aventuriers les plus forts et les plus respectés de la ville. Rio ne trouve pas cela surprenant du tout, bien qu'il ne soit toujours pas sûr de mériter vraiment de passer directement au rang D. Voyant cela, Hugh le rassure en disant que bien qu'Abel soit effectivement fort, vaincre un seul wyvern seul dépasse ses capacités, ce qui lui montre clairement que Rio a joué un rôle majeur dans l'élimination des wyverns. À ce moment-là, la réceptionniste entre dans le bureau en portant l'équipement nécessaire pour l'enregistrement officiel de Rio. Hugh s'excuse immédiatement, disant qu'il a des piles de paperasse qui l'attendent, laissant Rio entre ses mains. La réceptionniste se présente joyeusement comme Nina, puis commence à poser à Rio les questions standards d'enregistrement. Elle explique qu'il peut utiliser les logements de la guilde pendant jusqu'à 300 jours à partir de l'enregistrement, après quoi il devra trouver un endroit à lui. Ensuite, elle lui parle d'un cours de formation à l'exploration de donjons que la guilde propose aux nouveaux aventuriers. Rio exprime immédiatement son intérêt pour rejoindre le cours et Nina lui dit de venir à la salle de réunion dans 2 jours à 9h précises du matin et Rio est momentanément stupéfait que ce monde ait même des horloges. Ensuite, Nina passe à l'enregistrement proprement dit. Elle demande à Rio de placer sa main sur le dispositif en cristal sur la table. Lorsqu'il le fait, l'appareil scanne et transfère ses données biométriques sur une plaque métallique posée dessus, la transformant en sa carte officielle de guilde. Nina félicite Rio, le accueillant officiellement en tant qu'aventurier enregistré, puis ils sortent tous les deux du bureau. Peu de temps après, Abel emmène Rio explorer la ville, mentionnant qu'il aimerait lui acheter de nouveaux vêtements et un bâton en guise de paiement pour l'avoir escorté en toute sécurité jusqu'à sa ville natale. Rio accepte joyeusement les vêtements, mais se demande pourquoi il aurait besoin d'un bâton. Abel souligne que les magiciens utilisent toujours des bâtons pour lancer des sorts, mais Rio lui dit avec désinvolture qu'il peut utiliser la magie parfaitement bien sans. Il explique aussi que lorsqu'il combat de près, il préfère utiliser une épée de toute façon, donc un bâton serait assez inutile pour lui. Abel est pris au dépourvu par cela, et il est encore plus choqué lorsque Rio révèle avec désinvolture que le petit couteau qu'il porte sert en fait d'épée. En mettant tout cela de côté, Rio mentionne que plus que de l'équipement, ce dont il a vraiment besoin en ce moment, c'est d'informations solides sur le fonctionnement de ce monde. Peu de temps après, Rio apprend que ce monde utilise exactement la même mesure du temps que la Terre. Heure, jour, semaine, mois et même le système métrique. Il réalise maintenant que quelqu'un de la Terre a dû atterrir ici il y a longtemps et influencer la façon dont les choses fonctionnent, expliquant ainsi toutes les choses familières qu'il a rencontrées. À ce moment-là, Abel revient du magasin après avoir payé tout ce que Rio a choisi, l'informant joyeusement que le meilleur moment de la journée est encore à venir. Abel guide ensuite Rio vers une grande auberge où tous ses amis de la guilde sont rassemblés, organisant une fête animée pour célébrer le retour sain et sauf d'Abel. Ils font la fête jusqu'à tard, laissant Rio épuisé, si bien que le lendemain matin, Nina doit le tirer du lit pour lui montrer son logement. Elle l'amène dans une chambre où 2 autres nouveaux aventuriers s'installent déjà. Le blond se présente comme Eto et le brun comme Nils. Tous deux saluent chaleureusement Rio et une fois Nina partie, Nils commence immédiatement à s'extasier sur combien il l'aime et à quel point elle est mignonne. Eto le rabroue rapidement, lui rappelant que Nina est bien au-dessus de sa catégorie. Eto discute ensuite tranquillement avec Rio, lui donnant un aperçu rapide de la vie dans les dortoirs de la guilde. Quelques instants plus tard, Nina revient, cette fois accompagnée d'un autre nouveau nommé Emon, qui a l'air nerveux. Curieux de son apparence juvénile, les autres lui demandent son âge. Emon révèle timidement qu'il vient d'avoir 16 ans, mais avec ses 2 parents récemment décédés, il a décidé de gagner sa vie en tant qu'aventurier. Nina leur demande gentiment de faire en sorte qu'Emon se sente bien accueilli, puis rappelle à Rio et Amon de la rejoindre le lendemain matin à la salle de réunion pour leur formation à l'exploration de donjons. En même temps, Abel raconte avec enthousiasme à son groupe toutes les choses incroyables qu'il a vu Rio faire, utilisant la magie sans effort, sans bâton, transperçant des wyverns avec des glaçons, et même écrasant des golems de roche avec des blocs de glace gigantesques. Lynn, le membre sceptique du groupe, rejette les histoires d'Abel comme impossibles, arguant que la magie ne fonctionne tout simplement pas de cette manière, en raison de limitations comme la portée et la distance.
Mais Abel insiste fermement sur le fait que tout ce qu'il a dit est vrai. Mais ensuite, un autre membre du groupe nommé Ria commente pensivement qu'il n'y a qu'un seul mage qui a jamais été réputé pour manier une magie d'une telle envergure, et c'est le légendaire magicien Inferno. Mais comme personne n'a réellement été témoin de sa magie folle de première main, ses exploits ne restent que des rumeurs. Cela conduit à un bref moment d'inquiétude. Si Rio est vraiment aussi puissant, que se passerait-il s'il se retournait contre eux, ou pire, s'il s'alliait avec l'Empire W? Mais Abel les rassure avec confiance que l'Empire W ne sera pas un problème, étant donné à quel point Rio déteste passionnément son nom ridicule. Pendant ce temps, à l'hébergement, Rio plaisante et rit avec ses colocataires, étonné de voir à quel point sa vie a soudainement changé. Quelques jours plus tard, Rio et Amon terminent leur cours accéléré d'exploration de donjons conçu pour les débutants. Leur instructeur leur dit ensuite qu'ils descendront au premier étage du donjon plus tard dans l'après-midi. Amon commence immédiatement à paniquer à l'idée de son premier véritable voyage dans un donjon, mais Rio lui conseille simplement de se détendre, lui rappelant que s'énerver maintenant ne fera que l'épuiser avant même d'entrer. L'instructeur demande alors au groupe si quelqu'un a des questions urgentes, et Rio demande immédiatement s'il est possible de se téléporter directement aux étages qu'ils ont déjà franchis. L'instructeur est vraiment impressionné par cette question, car généralement, seuls les aventuriers vétérans penseraient à demander quelque chose comme ça. Il explique qu'il y a certains donjons plus au sud où les aventuriers peuvent se téléporter facilement entre les points de contrôle, mais malheureusement, le donjon de lune n'a pas de truc cool comme ça. Ensuite, l'instructeur escorte les débutants directement au donjon, situé en plein cœur de la ville. Il révèle que la ville elle-même a littéralement été construite autour du donjon, ajoutant que tous les quelques ans, le nombre de monstres à l'intérieur augmente de manière spectaculaire, les poussant parfois même à la surface. Il explique comment les murs massifs autour du donjon protègent les gens ordinaires des déchaînements de monstres, mais rassure rapidement les nouveaux nerveux qu'il n'y a actuellement aucun risque de grande épidémie de monstres dans un avenir proche. Peu de temps après, ils atteignent enfin le premier étage du donjon, adapté aux débutants, qui heureusement n'abritent pas de créatures particulièrement féroces. L'instructeur dit à tout le monde qu'ils sont libres d'explorer, mais insiste pour qu'ils restent près de l'entrée. Rio s'associe avec Emon, et presque immédiatement, Rio sent quelque chose approcher. Il dit à Emon de se préparer à frapper pendant qu'il s'occupe d'immobiliser leur ennemi, et Emon sort anxieusement son épée. Quelques instants plus tard, une fourmi monstrueuse apparaît, et Rio la reconnaît instantanément grâce à son manuel des monstres comme une fourmi soldat. Il ordonne à Emon de viser directement son cou, pendant qu'il l'immobilise avec des lances de glace. Rio immobilise parfaitement le monstre au sol, permettant à Amon de lui trancher la tête proprement, remportant ainsi sa première victoire. Amon est totalement excité par cette victoire, et Rio récupère rapidement la pierre magique de la fourmi, comme preuve de leur première chasse réussie ensemble. Plus tard dans la soirée, ils dînent avec leurs colocataires, qui insistent pour célébrer leur première incursion réussie dans le donjon. Les colocataires sont vraiment impressionnés que le duo ait réussi à vaincre une fourmi soldat lors de leur premier voyage. Mais Amon insiste modestement sur le fait qu'il n'a achevé la fourmi qu'après que Rio l'ait fermement immobilisé. Il mentionne avec enthousiasme qu'il a hâte de retourner dans le donjon demain, bien qu'il admette être nerveux à l'idée d'essayer d'y aller seul. Rio se porte volontaire pour accompagner, car il est également impatient d'explorer le donjon jusqu'au 3e étage, car il trouve très suspect qu'ils aient rencontré un monstre plus fort d'un niveau plus profond errant au premier étage. Après tout, l'instructeur a dit que c'était inhabituel. Ito intervient, mentionnant qu'il a entendu des rumeurs récentes selon lesquelles des fourmis soldats apparaissent même près des 1er et 2e étages, et aucun des garçons ne peut comprendre pourquoi cela se produit. À ce moment-là, Abel entre tranquillement et explique que c'est parce que les fourmis soldats peuvent creuser leur chemin vers le haut. Nils et Ito perdent complètement leur sang-froid lorsqu'ils réalisent que l'aventurier le plus badass de la ville vient d'apparaître devant eux. Rio, comme toujours, salue son ami sans se soucier de son statut de célébrité, ce qui pousse Abel à demander en plaisantant au gars de garder un œil sur Rio, puisqu'il manque totalement de bon sens. Nils se lève immédiatement, saluant Abel avec enthousiasme et déclarant qu'il est son plus grand fan. Il annonce passionnément son rêve de devenir un aventurier légendaire comme Abel un jour, demandant avec enthousiasme s'il pourrait serrer sa main dorée. Abel lui accorde volontiers la poignée de main, conseillant gentiment à Nils de poursuivre son rêve, mais de ne jamais oublier que la survie passe toujours en premier. Rio demande alors abruptement à Abel ce qu'il fait ici si tard, et Abel répond qu'il vient de revenir de sa dernière mission. Avant qu'il ne puisse dire autre chose, le groupe d'Abel fait soudain irruption. Les filles sont clairement énervées qu'Abel soit venu ici au lieu d'aller directement voir le maître de guilde pour un rapport de mission. Abel essaie rapidement d'expliquer qu'il aidait simplement quelques nouveaux aventuriers qui avaient besoin de ses conseils, mais Lynn n'en croit rien et dit immédiatement à Warren de l'emmener. Warren soulève Abel sur son dos sans effort, alors qu'Abel commence à se plaindre comme un enfant. Pendant ce temps, Lynn fixe soudainement Rio avec une jalousie évidente. Rio lui demande maladroitement ce qu'elle veut, ce qui pousse la prêtresse, Rhea, à sortir rapidement Lynn de sa rêverie et à s'excuser auprès de Rio pour leur interruption impolie.
Alors que le groupe s'en va, Itto et Neil s'extasient de manière incontrôlable sur eux, mais Ryo ne comprend vraiment pas ce qui est si impressionnant chez cette bande de clowns. En même temps, Rhea gronde doucement Lynn pour avoir fixé Ryo ouvertement, mais Lynn insiste qu'elle était juste curieuse parce qu'Abel ne cesse de se vanter de la magie de Ryo. Rhea admet qu'elle est aussi curieuse de voir les véritables capacités de Ryo, mais Abel les rassure qu'ils auront bientôt l'occasion de les voir de leurs propres yeux. Le jour suivant, Ryo et Amon retournent au donjon, cette fois en rencontrant une meute de chiens monstres. Ryo immobilise à nouveau les bêtes sans effort avec ses lances de glace, tandis qu'Amon montre ses compétences impressionnantes à l'épée en éliminant lui-même quelques monstres. Ensuite, pendant une courte pause, Ryo commande que l'escrime d'Amon lui rappelle étrangement le style d'Abel. Amon précise que son instructeur d'escrime était un vieux bonhomme nommé Keiro, qui a appris l'escrime dans une académie prestigieuse de la capitale. Alors, Ryo suppose immédiatement qu'Abel a dû s'entraîner dans la même académie et voit un véritable potentiel en Amon, croyant qu'il pourrait devenir un épéiste incroyablement puissant un jour. Amon est impressionné que Ryo en sache autant sur l'art de l'épée, malgré le fait qu'il soit principalement un mage. Ryo explique avec désinvolture qu'il s'est entraîné sous un mentor pendant un certain temps, mais a finalement développé son propre style de combat. Il commente ensuite que la forme actuelle d'Amon semble assez éprouvante physiquement, bien qu'elle soit aussi très fiable, et suggère qu'il a juste besoin d'améliorer son endurance. Ryo mentionne qu'Abel se réveillait toujours à l'aube pour pratiquer ses formes d'épée pendant leur voyage, soulignant que même les personnes naturellement douées doivent s'entraîner dur. Amon se sent motivé en entendant cela et jure qu'il fera des efforts supplémentaires pour devenir plus fort, ce qui plaît à Ryo. Le lendemain matin, Ryo passe à la bibliothèque et est stupéfait par sa taille immense. Il demande à la bibliothécaire de lui indiquer les livres d'alchimie et elle le conduit vers des étagères remplies de manuels pour débutants. Le nombre impressionnant de choix le submerge, alors Ryo décide qu'il a besoin de prendre l'air pour s'éclaircir l'esprit. Mais à peine le fait-il que tout devient noir comme du charbon alors qu'une éclipse solaire totale obscurcit toute la ville et il reste bouche bée devant le ciel. À peine un instant plus tard, il réalise que quelque chose de vraiment bizarre vient de se produire. Tout le monde autour de lui a soudainement disparu, le laissant totalement seul dans une atmosphère étrange et inquiétante. À ce moment-là, il sent quelque chose de dangereux venir vers lui par derrière. Instinctivement, il se retourne, invoquant une épaisse barrière de glace juste à temps pour dévier une explosion de feu incroyablement puissante. Choqué, il se demande qui diable vient d'essayer de le griller et aperçoit alors une démoniaque femme terriblement séduisante s'avancer vers lui comme si elle sortait tout droit d'un film d'action hollywoodien. Elle sourit, amusée de trouver un humain au hasard piégé dans son domaine, clairement impatiente de le malmener. Ryo reconnaît instantanément qu'il a affaire à un véritable démon maintenant, et il est absolument certain qu'elle est de loin l'adversaire le plus puissant qu'il ait rencontré depuis son arrivée dans ce monde. Il envisage de fuir un instant, mais réalise qu'il n'y a absolument aucune chance qu'il échappe à cette dimension bizarre, peu importe à quel point il essaie. Serrant les dents, il décide que sa seule option est de se battre. Sans hésitation, il invoque une série de barrières de glace autour de lui, juste avant que la femme démon ne déchaîne une autre vague infernale de flammes. Ses boucliers parviennent à retenir l'intense flamme, mais le démon change soudainement de tactique, tirant une balle invisible de vent qui traverse sans effort les murs de glace de Ryo pour rebondir sans dommage sur sa robe. Le démon chaud n'en croit pas ses yeux, perplexe de voir comment une robe fabriquée par des humains a pu arrêter son attaque. Mais en y regardant de plus près, elle réalise que le manteau de Ryo est en fait la robe du roi des fées. Reconnaissant qu'il doit être un mage de compétences et de puissance significative pour posséder un tel équipement rare et survivre à ses attaques, elle décide de l'abattre simplement à l'ancienne avec son épée plutôt que de compter sur la magie. Ryo invoque également sa lame de glace pour affronter directement l'attaque du démon, adoptant immédiatement une posture défensive alors que la femme féroce le repousse sans relâche. Elle est incroyablement rapide, le forçant à esquiver désespérément alors qu'une entaille mortelle manque de peu son visage. Voyant sa chance, il riposte en lançant une tempête de lances glacées sur elle, mais le démon esquive facilement chaque projectile, ne remarquant pas l'éclipse solaire qui s'estompe lentement alors qu'elle s'amuse. En même temps, Ryo comprend qu'elle augmente sa vitesse en utilisant la magie du vent, et à ce moment-là, elle se jette droit sur lui pour un coup décisif. Ryo bloque son coup avec une facilité surprenante, car bien qu'elle soit rapide, son maniement de l'épée n'approche même pas les séances d'entraînement infernales qu'il a endurées sous ce chevalier sans tête. Le démon s'arrête, choqué, vraiment impressionné, et exige de savoir qui diable il est pour posséder non seulement la cape du roi des fées, mais aussi sa lame. Frustrée, elle invoque une boule de feu flamboyante pour l'incinérer, mais Ryo l'annule sans effort avec une lance de glace bien synchronisée. Cela la met en rogne et le démon décide de l'éliminer rapidement, réalisant qu'il deviendra une véritable menace si le combat s'éternise.
Elle déclenche une offensive agressive, mais Ryo reste calme, bloquant habilement ses attaques frénétiques. Il repère une ouverture et contre-attaque avec force, déséquilibrant le démon. Saisissant immédiatement l'avantage, Ryo lance une rafale de pointes de glace aiguisée pour l'achever. La démone s'entoure rapidement de flammes ardentes, faisant fondre les lances de glace avant qu'elles ne l'atteignent. Mais alors que l'assaut implacable de Ryo s'intensifie, elle est forcée de convoquer d'épaisses murailles de pierre comme protection supplémentaire. Ryo, cependant, s'adapte rapidement, changeant de tactique pour des jets d'eau à haute pression qui tranchent sans effort à travers les barrières rocheuses, la blessant à plusieurs reprises. Elle est stupéfaite que ces attaques puissent réellement la blesser, mais heureusement, Ryo frappait à l'aveugle à cause de l'épais nuage de fumée obscurcissant sa vision. Saisissant son opportunité, Ryo se précipite pour porter le coup fatal, mais le démon saute désespérément en avant pour intercepter son attaque. Alors que leurs lames s'entrechoquent violemment en plein air, Ryo est stupéfait de voir les blessures du démon se refermer et guérir rapidement sous ses yeux. Sa distraction momentanée lui donne l'ouverture dont elle a besoin pour porter un coup dévastateur, le projetant violemment contre un bâtiment voisin. Alors qu'elle se prépare à l'achever pour de bon, elle sent des gouttelettes d'eau frapper sa peau. Confuse, elle lève les yeux juste au moment où une goutte de pluie brûlante frappe sa joue, brûlant plus fort que de l'eau bouillante. Elle hurle de douleur et s'enferme instantanément dans un cocon de pierre protecteur, attendant désespérément que la pluie brûlante cesse, tandis que Ryo atterrit prudemment, préparant son prochain mouvement. Sans avertissement, la démone éclate en un incendie, détruisant violemment tout autour d'elle. Elle avance lentement vers Ryo avec une intention meurtrière, mais à ce moment précis, l'éclipse commence à s'estomper, et alors que la lumière du soleil effleure sa lame, elle se brise en néant. Elle s'arrête brusquement, claque la langue d'agacement et remarque amèrement qu'ils devront terminer ce combat un autre jour. Ryo se moque, lui disant de se dépêcher et de dégager. Étonnamment imperturbable face à son attitude, la démone se présente comme Léonore et demande nonchalamment son nom. Il répond à contre-cœur Ryo, bien qu'il montre clairement qu'il se fiche de continuer à échanger des politesses avec une démone. Léonore est intriguée par le fait que Ryo sait clairement ce qu'elle est, ce qui lui fait regretter de s'être amusé plus tôt au lieu de le tuer sur le champ. Elle lui dit qu'un jour, ils auront leur revanche, bien qu'il soit possible qu'un autre démon croise son chemin en premier. Elle l'avertit de ne pas mourir face à un faible, car lorsqu'ils se reverront, elle sera devenue bien plus forte, et la prochaine fois, elle n'hésitera pas à l'achever. Ryo ressent un frisson le long de sa colonne vertébrale à cette pensée, mais à cet instant, l'éclipse disparaît complètement, et en un instant, la réalité revient à la normale, ne laissant aucun signe de leur bataille chaotique. Se sentant ébranlé, Ryo décide qu'il vaut mieux acheter ses livres rapidement et se reposer. Il se rend directement à la banque pour encaisser la grosse pile de pièces qu'il a gagnée en vendant toutes ses pierres magiques de Wyvern. Ensuite, il passe par le dortoir dans l'espoir de voir ses colocataires. Mais quand il réalise qu'ils ne sont pas là, il est sur le point de partir quand il les aperçoit acculés et harcelés par un groupe d'aventuriers crétins. Nils et Aito maudissent le chef, un gros crétin nommé Dan, pour les avoir lâchement attaqués alors qu'ils sont encore blessés. Mais Dan rétorque avec un rictus que les monstres ne leur feront pas non plus de cadeau quand ils finiront par mourir dans le donjon. Sortis de nulle part, les sbires de Dan tombent soudainement inconscients alors que Ryo les neutralise discrètement par derrière, disant calmement à Dan qu'il a tout à fait raison. Mais peut-être devrait-il parfois suivre ses propres conseils. Il provoque Dan avec des involtures, lui demandant s'il prévoit de fuir maintenant que ses copains font la sieste. Enragé, Dan charge Ryo à l'aveuglette, mais Ryo l'esquive sans effort et écrase la poignée de son épée directement dans le ventre de Dan, forçant le tyran à vomir ce qui reste de son petit déjeuner. Ryo se concentre rapidement sur la guérison de ses amis blessés, les réprimandant légèrement sur le fait qu'ils doivent s'endurcir pour que des minables ne puissent plus les prendre par surprise. Ils décident quand même qu'ils méritent tous une bonne pause. Ensemble, ils se rendent au bain public, où Aito, leur prêtre résident, soigne la vilaine blessure laissée par la balle de vent de Léonore. Alors que tout le monde est assis à tremper dans l'eau, la curiosité les gagne, et ils commencent à bombarder Ryo de questions sur qui diable pourrait blesser quelqu'un d'aussi fort que lui. Ryo envisage de mentionner brièvement le démon, mais décide rapidement de ne pas le faire, car pour l'instant, la détente est la priorité et tout le reste peut attendre. Le lendemain matin, Nils, Aito et Amen s'aventurent ensemble dans le donjon. Tandis que Nils et Amen affrontent directement les gobelins, Aito reste en arrière, offrant soutien et soin chaque fois que l'un d'eux est touché. Pendant que Nils ramasse des pierres magiques sur les gobelins tombés, Aito soigne Amen, remarquant avec anxiété à quel point ces gobelins sont étonnamment coriaces et dangereux. Nils suggère rapidement qu'il devrait battre en retraite pour l'instant, car aller plus loin serait suicidaire. Aito est entièrement d'accord, surtout qu'affronter des archers gobelins dès le 4e étage est vraiment une mauvaise nouvelle. Mais Amen argue obstinément qu'il veut encore chasser quelques monstres de plus et gagner un peu d'argent supplémentaire.
Mais Niels lui rappelle sévèrement le conseil d'Abel de ne jamais risquer leur vie pour des gains insignifiants. Finalement, Amen cède et il retourne en sécurité à la surface. Il s'avère que cette décision leur a sauvé la mise car juste quelques étages en dessous, un autre groupe d'aventuriers était en train de se faire anéantir par un monstre terriblement puissant. De retour à la surface, Ryo réfléchit à quel point les compétences magiques de Léonore étaient absolument ridicules, bien qu'il l'ait au moins égalé en vitesse de lancement. Il décide de renforcer ses points forts et de combler ses faiblesses, se souvenant de la façon dont il avait du mal hier à suivre la vitesse de déplacement insensée de Léonore. Bien qu'il envie brièvement sa magie du vent, il chasse rapidement la jalousie, déterminé à trouver sa propre solution unique à la place. Il décide de tester si l'utilisation de jets d'eau pour se propulser fonctionnerait au-dessus du sol. Après tout, cela a bien fonctionné sous l'eau. D'abord, il crée une plateforme de glace glissante devant lui, puis lance des centaines de petits jets d'eau depuis son dos pour se propulser en avant. Malheureusement, tous ces efforts le font avancer à la vitesse d'une grand-mère âgée traversant la rue. Frustré par ce résultat embarrassant de lenteur, Ryo soupire, qualifiant cela de travail en cours, en gros, l'histoire de sa vie. Plus tard, Ryo se rend à la bibliothèque, espérant en apprendre davantage sur les démons et l'alchimie. Par coïncidence, au même moment, Lynn étudie également là-bas et elle parcourt désespérément les archives pour voir s'il y a une mention d'un sort capable de créer un mur de glace assez solide pour écraser des golems, mais elle ne trouve absolument rien. Lynn conclut avec suffisance que Ryo doit être une sorte d'escroc trompant Abel, se rassurant que seul le plus grand sorcier du continent pourrait réaliser une magie aussi puissante. Satisfaite de sa théorie, elle remet le livre sur l'étagère juste au moment où elle aperçoit l'elfe, Sarah. Les deux échangent des salutations amicales et discutent brièvement avant que Sarah ne se souvienne qu'elle doit retrouver quelqu'un, donc elle doit partir. Pendant ce temps, Amen et l'équipe sont retournés à la guilde et Niels commence immédiatement à bégayer comme un vrai idiot quand il voit Nina. Aito lui donne rapidement un coup sur la tête, le ramenant à la réalité, et informe calmement Nina qu'ils ont découvert des archers gobelins errant au 5e étage, une situation totalement inédite, alors ils sont revenus immédiatement pour rapporter cette nouvelle alarmante. Nina examine attentivement les pierres magiques comme preuve, confirmant instantanément leur authenticité, et remercie urgemment le groupe avant de se précipiter pour alerter le maître de la guilde. Le maître de guilde Hugues n'est pas du tout content lorsqu'il apprend que des gobelins apparaissent au 5e étage, car ces petits salauds ne devraient se montrer qu'au-delà du 10e. Il sent sombrement que cela pourrait indiquer quelque chose de bien pire se préparant sous terre, et ordonne à Nina de convoquer immédiatement toutes les équipes d'aventuriers de rang B ou supérieur disponibles. Nina l'informe hésitante qu'en ce moment, seules 2 équipes de haut niveau sont encore en ville, l'épée écarlate d'Abel et la brigade blanche. Peu après, Abel et ses coéquipiers se dirigent vers le bureau de Hugues, Abel étant visiblement irrité à l'idée de travailler aux côtés de la brigade blanche, principalement parce qu'il ne supporte pas leur chef. Les filles de son groupe lui disent franchement d'arrêter de se plaindre comme un petit lâche, et Abel se ressaisit à contre-cœur avant d'entrer. Malheureusement, le chef de la brigade blanche, Phelps, est déjà à l'intérieur en train d'attendre, et Abel lutte énormément pour ne pas montrer son agacement. Une fois que tout le monde est assis, Hugues explique la situation sérieuse, des gobelins ont été trouvés au 5e étage et le rapport est entièrement fiable. Tant l'épée écarlate que la brigade blanche doivent immédiatement entrer dans le donjon et enquêter minutieusement pour tout autre signe d'une potentielle éruption de monstres. Hugues mentionne sombrement que la dernière éruption remonte à 10 ans, et bien que ce soit trop tôt, il ne peut pas exclure la possibilité qu'une autre se produise maintenant. Il offre à chaque équipe un paiement anticipé de 100 pièces d'or, avec 200 pièces supplémentaires promises après avoir réussi la mission. Abel demande alors des précisions sur le fait qu'ils sont seulement censés enquêter. Hugues confirme que l'enquête est leur seule mission, ce qui pousse Phelps à se demander ce qu'ils doivent faire s'ils découvrent qu'une épidémie a déjà commencé. Hugues répond fermement que si une épidémie est effectivement en cours, ils doivent se retirer immédiatement et faire un rapport. La guilde verrouillera alors les murs du donjon et coordonnera avec les chevaliers pour éliminer la menace. Il note également qu'il a déjà alerté à la fois le seigneur local et le quartier général des chevaliers pour assurer une préparation maximale. Enfin, Hugues demande aux deux parties si elles acceptent la mission, et sans hésitation, elles acceptent. Le lendemain matin, Ryo est déjà debout et entièrement prêt à se rendre à la bibliothèque du Nord lorsque ses colocataires commencent à se réveiller. Il explique qu'il prévoit d'approfondir l'alchimie, mentionnant qu'il a entendu dire que la bibliothèque du Nord possède des livres sur des sujets plus avancés. Ito confirme qu'il a bien entendu, ajoutant que les aventuriers de rang D et plus ont un accès complet à cette bibliothèque. Amen intervient avec enthousiasme, mentionnant des rumeurs qu'il a entendues sur des livres interdits cachés à l'intérieur de la bibliothèque du Nord également. Les yeux de Ryo s'illuminent immédiatement, mais Ito éclate rapidement sa bulle en précisant que seuls les aventuriers de rang B ou supérieur sont autorisés à toucher ces livres. Les garçons lui souhaitent alors bonne chance dans sa quête de connaissances, alors qu'il se prépare pour une autre exploration de donjon. Ryo atteint bientôt la bibliothèque du Nord et se sent instantanément en harmonie avec l'atmosphère calme et studieuse. Il commence avec enthousiasme à chercher les livres dont il a besoin, bien qu'il se rende compte que demander directement des livres sur les démons provoquerait probablement une scène. Cependant, alors qu'il monte les escaliers vers le premier étage, il aperçoit l'elfe, Sarah, debout là,
et il est immédiatement charmé. Pendant ce temps, le maître de guilde Hugh et les deux groupes d'aventuriers de haut rang arrivent aux portes du donjon. Juste au moment où ils s'apprêtent à ouvrir les portes massives, Abel arrête soudainement Hugh, sentant que quelque chose ne va pas du tout. Faisant confiance à son instinct, il ordonne à Lynn d'utiliser rapidement sa magie du vent pour scanner le premier étage à la recherche de menaces. Le visage de Lynn pâlit immédiatement car elle découvre des centaines de monstres en embuscade juste derrière la porte. La panique se répand instantanément parmi le groupe, confirmant sans aucun doute que la grande épidémie de monstres a déjà commencé. Hugh ordonne d'urgence à tout le monde de se replier et d'alerter à la fois les chevaliers et la guilde. De retour à la guilde, Niels et les autres remarquent l'avis de fermeture soudaine affiché sur les portes du donjon, supposant que cela doit être à cause des archers gobelins qu'ils ont signalés. Mais à ce moment-là, un messager affolé fait irruption dans la guilde, annonçant bruyamment qu'une énorme invasion de monstres a commencé. Tous les aventuriers disponibles doivent immédiatement se précipiter pour défendre les murs entourant le donjon et repousser les monstres. Pendant ce temps, Rio et Sarah se fixent maladroitement tout au long de ce chaos, jusqu'à ce que Sarah rompe enfin le silence en disant doucement qu'il semble qu'ils se rencontrent à nouveau. Ils se présentent formellement, et Sarah demande doucement à Rio s'il cherche quelque chose de spécifique. Rio manque de dire qu'il fait des recherches sur les démons, mais se rattrape rapidement, affirmant nerveusement qu'il s'intéresse à l'alchimie, en particulier à la création de golems. Sarah est clairement impressionnée par son objectif ambitieux, remarquant à quel point il est difficile de fabriquer des golems, bien qu'elle l'informe avec regret que la bibliothèque n'a pas de livre exclusivement sur ce sujet. Pourtant, avec un sourire amical, Sarah lui a demandé de la suivre quand même, car elle connaissait cette bibliothèque comme sa poche et pouvait le guider vers des livres qui seraient utiles. Ils commencent à discuter de manière décontractée de livres et d'aventures en marchant, et Sarah révèle qu'elle est en fait le seul membre d'un groupe d'aventuriers de rang B appelé Wind. Rio mentionne avoir entendu d'un ami qu'il n'y avait qu'un seul elfe vivant dans la ville, et Sarah sourit doucement expliquant que les elfes ne se mêlent généralement pas aux humains, mais qu'elle a toujours été un peu bizarre. Pendant ce temps, aux portes du donjon, tous les aventuriers de la ville se sont rassemblés le long des murs, se préparant pour la bataille. Soudain, les monstres fracassent la lourde porte, et le maître de guilde Hugh crie immédiatement des ordres, commandant à tout le monde de lancer des flèches et de la magie sur la horde de gobelins qui charge. Une bataille féroce éclate, et bientôt les chevaliers arrivent pour renforcer les aventuriers, stabilisant rapidement la situation. Mais Hugh ne peut se débarrasser d'une inquiétude persistante, car il semble y avoir bien plus de monstres que lors de la dernière épidémie il y a 10 ans. Ailleurs sur le champ de bataille, le groupe d'Abel est dangereusement à court de flèches. À ce moment-là, Niels arrive en courant, portant un grand baril plein de flèches, livrant d'urgence un message de Hugh. Le groupe d'Abel doit affronter le monstre boss du donjon une fois les hordes de gobelins vaincus. Bientôt, la majorité des gobelins sont vaincus et Hugh donne rapidement à Abel et Phelps le signal pour mener leur groupe dans la bataille finale. Ils sautent des murs, Lynn utilisant rapidement la magie du vent pour adoucir leur atterrissage. En chargeant en avant, ils éliminent sans effort les gobelins restants et se positionnent à l'entrée du donjon, attendant anxieusement le boss. Quelques instants plus tard, un général gobelin émerge de l'ombre et tout le monde pense que la fin est enfin proche. Mais leur confiance se brise rapidement lorsque deux autres généraux gobelins sortent juste derrière lui. Abel réalise instantanément qu'ils ont en fait affaire à un roi gobelin. Il explique d'urgence qu'ils doivent abattre les généraux immédiatement, sinon ils deviendront beaucoup plus forts une fois que le roi arrivera. Abel attribue rapidement des cibles. Il s'occupera d'un général avec Phelps, tandis que Lynn et Ria feront équipe contre le troisième. Le combat intense contre les généraux gobelins commence. Abel parvient à trancher les bras de son ennemi, mais alors qu'il s'apprête à l'achever, il aperçoit la silhouette massive du roi gobelin émerger à l'entrée du donjon. Instinctivement, Abel crie désespérément à tout le monde de se baisser. Un instant plus tard, une entaille de vent terriblement puissante jaillit du donjon, abattant instantanément les trois généraux gobelins d'un seul coup. Tout le monde regarde avec choc et effroi la démonstration impitoyable de puissance du roi gobelin, mais Abel et Phelps savent qu'ils sont les seuls capables de vaincre ce monstre. Ils s'associent immédiatement pour lancer une attaque conjointe contre le roi gobelin, mais leurs armes échouent lamentablement contre son armure épaisse. Pensant rapidement, Abel se précipite directement vers le roi gobelin, activant sa compétence fantomatique pour traverser l'attaque dévastatrice du roi. Se rapprochant rapidement, il utilise sa technique de combat pour percer l'armure de poitrine du roi, frappant son cœur. Mais le coup n'est pas suffisant pour l'achever complètement. Alors que le roi gobelin se prépare à contre-attaquer, Abel fait rapidement signe à Lynn de finir le travail, se déplaçant hors du chemin juste au moment où Lynn lance ses lances de vent. L'attaque magique traverse sans danger la forme fantomatique d'Abel et s'écrase sur le roi gobelin, le tuant finalement. Les aventuriers poussent un soupir collectif de soulagement, croyant avoir enfin gagné. Mais aucun d'eux ne réalise que ce cauchemar est loin d'être terminé, car quelque chose d'encore plus sinistre se cache plus profondément dans ce fichu donjon. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié le récapitulatif et êtes impatient pour le prochain épisode, assurez-vous de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos récapitulatifs quotidiens.